Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de l'Aprilia Pegaso 650 de 2002. C'est parti. Les amis, aujourd'hui de nouveau, grâce à l'un de mes abonnés, je peux vous présenter une machine que vous avez peut-être un peu oubliée. Donc il s'agit d'un trail italien, l'Aprilia Pegaso. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous avez peut-être déjà vu une machine un peu similaire. J'avais testé la Pegaso Strada, donc c'était une version route, d'où le nom Strada. Aujourd'hui, on est sur le modèle, on va dire, normal. Au niveau de l'esthétique, il n'y a pas vraiment d'exubérance. Ça ressemble à beaucoup d'autres motos de la même époque. On a une machine un peu carénée. Et vous pouvez voir qu'il ne s'agit pas d'un trail extrême pour le tout-terrain, c'est une machine plutôt polyvalente, vu qu'à l'avant, on a une roue en 19 avec des pneus plutôt typés route. Donc cette Pegaso est motorisée par un monocylindre à injection et refroidissement liquide. Celui-ci développe 50 chevaux ou 49, ça dépend des fiches techniques. Et ce moteur n'est pas construit par Aprilia, c'est un moteur de chez Rotax. Et sa particularité, c'est d'avoir 5 soupapes, donc ça lui donne un comportement un peu différent que par exemple les BMW de la même époque qui avaient un moteur similaire mais uniquement à 4 soupapes. Aujourd'hui, le modèle que je vous présente est totalement d'origine. On a juste quelques accessoires officiels de l'époque, mais il n'y a pas réellement d'accessoirisation ou de modification. On a en accessoires d'époque déjà la bagagerie. Vous voyez qu'on a les valises officielles pour ce modèle. Ensuite, on a un top case qui, lui, par contre, n'était pas conçu spécifiquement pour ce modèle. On a la béquille centrale qui était une option à l'époque. Et le dernier accessoire visible, c'est cette petite extension devant moi qui, vous pouvez le comprendre, n'est bien sûr pas d'origine. Ce qui surprend quand on monte pour la première fois sur cette machine, c'est à quel point elle est facile de prise en main, son ergonomie est vraiment très simple. On a vraiment une position de trail, elle n'est pas si haute que ça. Moi je mesure 1m70 et j'arrive à toucher le sol sans trop de difficulté. Le guidon devant moi est très large, il est ni vers l'avant ni vers l'arrière, c'est vraiment une position neutre. Les repose-pieds sont eux très légèrement vers l'avant. Donc instantanément, on se sent bien, on se sent en confiance et la moto est très facile à manœuvrer. Et l'autre point qui surprend instantanément, c'est à quel point ce moteur a la pêche. Il a du répondant tout de suite. Dès les premiers tours de roue, ça a envie de vous catapulter. C'est assez surprenant. Vu qu'on est assis très droit, on peut bien sûr se retourner et vérifier ce qui se passe dans nos angles morts. Si nécessaire, on a également les rétros d'origine qui, vous le voyez, remontent très haut pour qu'on soit peu gêné par nos bras ou nos épaules. Donc la prise d'info ne pose vraiment pas de problème. Vu que sur la moto, on a les valises en option, vous voyez que difficilement les échappements d'origine. Donc il y en a deux, un de chaque côté, c'est symétrique. Et la sonorité, avec les échappements d'origine, est déjà plutôt sympa. C'est vraiment correct. On verra ce que ça donne plus tard à plus haut régime. Mais pour l'instant, lorsque je roule cool, ça reste, comment dire, tolérable, c'est pas une nuisance pour les autres, mais si dès que je monte dans les tours, on sent bien qu'on est sur un mono, ça cogne un peu, ça grogne, c'est plutôt vivant. Et si nous sortons de l'agglomération, je vais pouvoir accélérer. C'est parti!
d'avoir un monocylindre qui prend autant de tours. Alors il y a beaucoup de vibrations, hein. Ça remonte dans les repose-pieds, un peu dans le guidon. De nouveau c'est vivant, mais je peux me douter que surtout à l'heure actuelle, il y a plein de personnes qui vont trouver ça désagréable. Moi c'est quelque chose que j'apprécie, ça fait un peu vibromasseur. Bon, sinon la protection actuellement est plutôt bonne avec cette extension. J'ai presque pas d'air qui arrive sur moi. Mais bon, vous vous doutez que si l'extension a été mise en place, c'est que d'origine ça devait pas être terrible. Maintenant j'arrive sur le passage à basse vitesse. Alors comment ça se comporte à bas régime? Ouais, ça se manœuvre bien, il n'y a pas trop de difficultés. La moto n'est pas ultra légère ou ultra maniable non plus. Et pourtant les pneus sont assez fins. Donc c'est du 19 pouces à l'avant en 110 et à l'arrière c'est un pneu en 17 en 130 par 90. Bon les amis, on est comme d'habitude ici afin de tester l'accélération de ce modèle. Je rappelle que c'est pas une machine ultra perf, elle est donnée pour 50 chevaux pour actuellement dans la configuration actuelle un petit peu moins de 200 kg. Il n'y a bien sûr aucune aide électronique, il n'y a pas de traction control, il n'y a pas de mode, il n'y a pas d'ABS, il n'y a absolument rien, c'est une machine à l'ancienne. Voyons comment ça se comporte. Logiquement c'est un mono, donc je devrais être obligé de changer de rapport assez fréquemment avant d'arriver à 100 km/h. C'est parti pour la première accélération. Déjà une bonne sonorité. C'est parti. Et on arrive à 100 en fond de troisième. Donc comme je vous l'ai annoncé, c'est pas ultra performant, ça ne fait que 50 chevaux. Mais j'aime beaucoup les vibrations distillées par cette mécanique. Ça me change un peu des bicylindres qu'on a un peu tout le temps à l'heure actuelle. Bon, maintenant, on va faire un demi-tour. Donc je vous rappelle que du haut de mon mètre 70, j'ai les deux pieds au sol, mais pas les talons au sol. Tout simplement parce que la selle m'écarte un petit peu les jambes. Je braque à fond. On a le guidon assez proche de nous, donc on peut manœuvrer sans forcément se pencher beaucoup vers l'avant. Alors, est-ce que ça braque bien? Voilà, ça a l'air d'être correct. Et oui, je finis pile au milieu de l'autre fil. Donc à manœuvrer, aucune difficulté. On va réitérer l'accélération et ensuite on va se concentrer sur le freinage. Allez, c'est parti. Freine. Frein arrière ça freine assez peu, frein avant. Ouais, le frein finalement il a du mordant, c'est pas le problème. Alors qu'à l'avant vous pouvez voir qu'il s'agit d'un monodisque. Donc quand on freine, vraiment ouais, il y a du mordant. Le souci c'est le levier. Lorsque je tire sur celui-ci, bah, je suis en difficulté car il est assez loin de moi. Donc on peut voir qu'il y a quand même un petit réglage de l'écartement, mais c'est un réglage à vis. Donc on peut pas faire ça rapidement. Ça c'est un peu dommage. Peut-être que j'aurais pu avoir quand même un meilleur mordant en mettant un autre réglage, mais tout simplement j'ai pas d'outil avec moi. Allez, de nouveau un rond-point. Ça se bascule très bien. Après faut rester vigilant car le moteur à bas régime il a un petit caractère. Les performances ne sont pas dingues, mais franchement quand on accélère à bas régime, le véhicule il veut partir. Et ouais, il y a quelques sensations, je trouve ça plutôt cool. C'est un peu plus caractériel que ce que j'avais eu par exemple sur la F650 GS qui partage une base mécanique très proche. Sur cette machine, on a des commodos assez simples. Sur la gauche, bien sûr, tout ce qui gère l'éclairage. On a également une tirette pour le starter, car bien que ce soit injection, il n'y avait pas encore une gestion du démarrage à froid.
Sur la droite, démarreur, coupe-circuit, ainsi que le bouton pour allumer l'éclairage, vu que ce n'était pas automatisé à l'époque. Le tableau de bord est extrêmement simple, je dirais même que à l'époque, quand cette moto était en vente, ça devait faire un peu vieillot. On a 3 cadrans à aiguille, un premier pour le compte-tours, le deuxième avec la vitesse et les tripes, enfin le trip et l'odomètre à rouleau. On a ensuite une jauge pour la température du liquide de refroidissement. Et on a quelques voyants de base, les clignotants, le neutre, la pression d'huile, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très sommaire. Il n'y a pas de jauge de carburant, on a juste un voyant de réserve. Alors, là j'arrive sur l'exercice un peu compliqué avec un monocylindre, la souplesse. Donc là j'essaie de descendre à 2000 tours. Ouais. Oh, là je suis à 1800 tours, ouais, ça reprend, mais il faut vraiment être extrêmement cool avec l'accélérateur. Pour avoir une bonne reprise avec ce moteur, il faut éviter de descendre en dessous des 2005 hein. Et si vous êtes au-delà des 3000, bah, ça reprend très bien. Là par exemple je suis pile à 3000 et il n'y a pas de difficulté. Ici de nouveau un petit passage à basse vitesse. Et de nouveau, lorsqu'on accélère un tout petit peu, hein, la moto elle veut partir. Hein. Alors ici je suis en forte pente, je suis en 3e à 3500 tours, j'accélère fort. Ça reprend de la vitesse, mais de nouveau, les performances ne sont pas de premier plan. Ici, nous arrivons sur un Dodan. Je suis un peu trop rapide, là, j'étais presque à 45. Et franchement, la suspension fonctionne plutôt bien. Là, on va reprendre celui-ci, je suis à 50. Il n'y a aucun problème en fait avec cette suspension, elle encaisse très très bien les chocs. À l'avant on a une fourche classique, elle n'est pas inversée et elle n'est pas réglable non plus. À l'arrière on a un amortisseur qui lui est réglable en précharge, mais ça n'a pas l'air d'être simple et il est un petit peu dissimulé. Ici nous arrivons dans une succession de virages, voyons si on peut s'amuser avec cette Pegaso 650. Donc de nouveau le freinage est suffisant, mais j'ai vraiment du mal à atteindre les commandes efficacement. Et vu que la fourche a quand même un grand débattement, ça fait un peu cheval à bascule. On peut aller vite en virage, et c'est pas non plus ce qu'il y a de plus ludique. Forcément la version Strada avec des jantes en 17 pouces était plus manœuvrable, plus maniable, plus fun. Mais en termes de caractère moteur, j'ai tendance à préférer ce Rotax au moteur Yamaha qui équipait la Strada. Ici on accélère fort. Faut pas hésiter à le monter dans les tours, hein, ce moteur. Sur les gros monocylindres, on a plutôt l'habitude de rester à, je dirais, entre 3 et 5000. Là je dirais que entre 3 et 5000 c'est la zone balade. Si vous voulez vraiment accélérer fort, il faut le monter à plus de 6000 hein. La boîte de vitesse fonctionne plutôt bien. Il n'y a que 5 rapports par contre sur cette moto. Un point que j'apprécie vraiment avec cette machine, c'est que finalement on a l'impression d'aller plus vite que notre vitesse réelle. Le fait d'avoir pas mal de bruit, de vibrations, et ce moteur un peu caractériel est plutôt sensationnel quand on accélère un peu fort, même si la vitesse n'est pas folle, bah ça permet de s'amuser sans forcément être au-delà des limites. Ça pour le coup je trouve que c'est vraiment un bon point. Ça me rappelle un petit peu le DR650. On va maintenant s'engager sur l'autoroute, voir comment se comporte ce monocylindre
Alors, il n'y a personne, je m'engage. Là, je suis en 4, j'accélère fort, je passe la 5, ouais, je suis en 5. Je suis à environ 100 km/h, à 4000 tours en 5. J'accélère fort. Ouais, j'ai repris un petit peu de vitesse. Donc là, je suis stabilisé à un peu moins de 110, à 4400 tours. Là, je fais une reprise, j'accélère fort. Et en même temps, je dépasse. Ouais, c'est clairement pas une moto agréable pour les hautes vitesses. Déjà, là, les vibrations se font vraiment sentir. Mais surtout, j'ai énormément de remous en pleine tête. J'ai mon casque qui ballotte de droite à gauche. Donc, ouais, faut absolument que je ralentisse pour regagner un peu en confort. C'est surtout les vibrations dues au vent qui me gênent le plus. Là, finalement, je suis bien à 110, 115. Au-delà, la protection n'est vraiment pas adaptée, même avec cette extension. Par contre, au niveau des jambes, j'ai assez peu d'air, ça c'est pas mal. Et bien sûr, les pare-mains devant mes doigts font que je n'ai pas du tout d'air sur les doigts. Ça, pour l'hiver, c'est parfait. Sur l'éclairage, sur cette machine, vous voyez qu'à l'avant, on a un petit feu, un peu sport, intégré dans le carénage. C'est plutôt joli. Bien sûr, l'éclairage est produit par des lampes halogènes. Les clignotants sont encore avec des ampoules également. D'ailleurs, les clignotants avant sont directement intégrés dans le carénage. Et à l'arrière, ils sont classiques, à côté de la plaque. Un détail que j'apprécie sur cette moto, c'est la forme de la selle. Finalement, je suis un peu calé derrière mes fesses. Donc quand j'accélère fort, ou même quand je roule tout simplement, je suis pas à reculer, c'est plutôt pas mal. Après, le confort est standard, hein. C'est pas non plus une selle ultra confortable, mais je trouve que la position que cette selle nous donne est plutôt agréable. C'est parti pour une dernière accélération. Donc de nouveau, même si c'est pas ultra performant, lorsque c'est nécessaire, vous avez ce qu'il faut. Faut juste pas hésiter à monter le moteur à 7000 tours, qui pour certains va être contre-intuitif, vu que c'est vrai que c'est dans cette zone là qu'il y a le plus de vibrations. Donc finalement, au niveau dynamique, c'est plutôt une bonne surprise. On retrouve globalement des perfs équivalentes à ses concurrentes de l'époque, hein, qui en monocylindre 650 faisaient toutes dans les 50 chevaux. La petite différence, c'est qu'ici, on a un petit caractère à bas régime sur les reprises d'accélération qui, moi, me plaît bien. Je trouve ça un petit peu plus cool. Après, c'est vrai que si votre but est vraiment de trouver une moto hyper, tranquille, qui ne vous mettra jamais en défaut, c'est peut-être pas celle-là qu'il vous faut. Après, il y a plein d'équivalents, hein, et vous avez un choix pléthorique maintenant d'occasion. Concernant les aspects pratiques, c'est pas dingue non plus. Vous avez un petit rangement en dessous de la selle, mais franchement, vous ne mettrez pas grand chose d'autre qu'un gilet jaune ou un portefeuille. Vous voyez également que les valises vendues en option ne sont pas gigantesques, elles sont même plutôt petites. Je comprends d'ailleurs qu'à l'époque, elles se soient assez mal vendues, ces valises, parce que leur contenance est presque ridicule. Et concernant la consommation, le propriétaire me dit que cette moto, à l'heure actuelle, consomme environ 7 litres au 100, ce qui me semble beaucoup. Alors peut-être que celle-ci a un problème, ou peut-être pas. Donc si parmi vous, il y en a qui ont possédé cette machine, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires combien elle consommait pour vous, parce que 7 litres au 100, ça me semble beaucoup. Donc finalement, quel est réellement l'intérêt de cette Pegaso 650 à injection
actuellement sur le marché de l'occasion. Bah, contrairement à pas mal de ses concurrentes, celle-ci ne vaut quasiment plus rien. Si vous avez vu mes vidéos, vous savez que les trails maintenant d'occasion sont parfois assez chers, que ce soit les marques japonaises, Honda, Yamaha, Suzuki, tout ça, ça coûte relativement cher. Cette italienne, elle, ne coûte presque plus rien. Vous pouvez trouver un modèle en bon état à injection, comme je vous présente aujourd'hui, pour entre 1500 et 2000 euros. Et si vous voulez, il y a même les modèles à carbu plus anciens qui, eux, se trouvent à même moins de 1000 euros pour certains. Donc c'est vraiment très peu cher. Au niveau de la fiabilité, il ne semble pas qu'il y ait de gros problèmes sur ce modèle, mais il est vrai qu'il faut surveiller la roue libre de démarreur, qui est peut-être la pièce qui peut être amenée à défaillir. Je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Pegaso 650 injection. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des infos complémentaires à nous apporter, n'hésitez pas, ce sera intéressant vu que finalement en France on ne trouve pas tant d'infos que ça sur ce modèle. Ça s'est pas si bien vendu. Je tiens bien sûr à de nouveau remercier mon abonné d'avoir fait plusieurs heures de route afin de me ramener ce modèle et que je puisse vous le présenter. Je rappelle d'ailleurs que sur ma chaîne, l'ensemble des tests sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous aussi vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez bien sûr à mettre un pouce vers le haut, à partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux. Si ce format vous plaît, je vous invite à vous abonner ou à vérifier que vous êtes bien abonné, car vous êtes près de 70% à regarder mes vidéos régulièrement sans avoir cliqué sur l'abonnement. Merci de remédier à ça au plus vite. Comme ça, on se retrouvera dès la semaine prochaine pour un nouveau test. Mais à tous! Si vous aimez les trails pour leur position, mais que finalement vous ne faites que de la route, je vous conseillerais quand même de vous orienter plutôt sur la version Strada, qui était avec un look un peu plus moderne et surtout avec une manœuvrabilité plus adaptée à la route. Cette Pegaso n'est pas mauvaise, mais elle est mieux en version Strada avec la roue en 17 pouces.